Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. La démocratie, ses faiblesses, les crises sociales, politiques et environnementales qu'elle traverse aujourd'hui, ce sont des enjeux incontournables, mais qui peuvent nous paraître insurmontables aussi. Comment redonner un nouveau souffle à cette démocratie? On en parle dans notre émission ce soir. Libre Ensemble, Catherine Ax, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Une émission un peu exceptionnelle puisque Catherine Ax s'est rendue au Fête des Solidarités à Namur. Elle y a rencontré des acteurs de changement à l'Agora, un lieu central d'échange et de rassemblement au cœur du festival, comme on pouvait les retrouver dans les cités antiques. Quant à nous, on se retrouve en fin d'émission avec Hervé Parmentier, secrétaire général adjoint du Centre d'action laïque, pour voir comment le CAL, lui aussi, s'empare de ces questions démocratiques et va les soumettre à la réflexion lors de la Convention laïque les 7 et 8 octobre prochains. En attendant, direction Namur. Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle thématique aujourd'hui qui fait suite au Fête des Solidarités, à cette agora dans laquelle nous avons évoqué une question importante et fondamentale. La démocratie est-elle encore capable de répondre aux enjeux sociaux et environnementaux? Cette question, on se la pose aujourd'hui avec Adélaïde Charlier. Bonjour Adélaïde. Bonjour. Activiste écologique qu'on a connue dans les mouvements des jeunes pour le climat. Et Sarah Deliamchine. Bonjour Sarah. Bonjour. Qui est présidente de Solidaris Wallonie, mais aussi présidente du PAC, Présence Action Culturelle. Alors pourquoi, Sarah, avoir organisé cette agora autour de ces thématiques-là? On le sait aujourd'hui, il n'y a plus notre santé, nos débats de société, l'environnement, tout est lié. Ce n'est un même questionnement, je vais dire, auquel il faut répondre, et les enjeux sont grands. Est-ce qu'on est préparé à faire face à ces enjeux-là aujourd'hui? Le choix des thématiques de cette année, il s'est imposé de lui-même après 2 ans de pandémie, après les inondations, après les sécheresses qu'on vient de vivre. Comme mutualité, en fait, on constate que les affiliés, c'est plus que des questions de santé purement médicale qui les concernent, mais ils sont aussi impactés par les changements climatiques. On a quand même pas mal d'affiliés en région liégeoise qui ont perdu leur maison, y compris des travailleurs d'ailleurs de la mutualité. Les questions de sécheresse vont impacter l'accès à la nourriture dans les prochains mois. Le Covid, évidemment, dont on sait que l'origine est quand même liée à la colonisation de l'homme sur la planète et le vivant. Et donc, ça nous paraît évident aujourd'hui qu'il faut qu'on sorte un peu des enjeux médicaux et qu'on aille s'intéresser à d'autres aspects pour la sauvegarde en fait, d'une vie digne pour tous nos affiliés et tous les citoyens. Maintenant, je pense que est-ce qu'on est vraiment prêt à croiser cette thématique? Pas encore. De plus en plus, les gens ont conscience que le problème est systémique, que les enjeux sont globaux. Mais un intervenant disait très justement à l'Agora que beaucoup de personnes manquent d'informations. Et donc, il y a tout un travail d'information à faire. C'est le rôle de l'Agora, mais aussi un travail de débat, parce qu'il faut qu'on trouve ensemble des solutions. Et c'est vraiment ça l'intérêt d'une après-midi comme l'Agora. Alors, on est allé poser la question à David Van Reybrouck, célèbre écrivain qui nous offre toujours des petits livres en forme de bombe. Il y a quelques années, on s'en souvient, il avait écrit un pamphlet un réquisitoire contre les élections. On lui a demandé si la démocratie, pour lui, était prête, pouvait être sauvée et sauver cette planète. Oui, c'est foutu, en partie. Oui, soyons clairs, on va vivre avec un réchauffement climatique, c'est clair. La seule question, est-ce que ça va être un réchauffement climatique de 1,2 ou de 4 degrés en plus? Et 1,2, on y est presque. Et j'ai très peur qu'on va vers 3-4 degrés d'ici 2100. Donc oui, c'est foutu, mais faisons tous pour réduire les dommages et pour freiner cette folie. Et je pense qu'on ne peut le faire. Voilà, il y a encore des autres débats qui commencent là, qui sont bien animés. Et je pense qu'on ne peut pas le faire en faisant l'économie de la démocratie. On ne va pas résoudre les enjeux climatiques en changeant vers un modèle autoritaire ou un potentat, mais on ne va pas le résoudre non plus en gardant le système tel que nous l'avons aujourd'hui. Donc il faut vraiment investir dans le renouveau de notre démocratie. Écoutez, de toute façon, nous sommes à un moment tellement urgent, tellement critique de l'histoire de l'humanité qu'il va falloir repenser tout. Notre économie, notre façon de gérer des sociétés, notre démocratie, tout. Notre agriculture, mais vraiment, c'est un défi énorme, c'est une chance énorme aussi. On a vraiment, combien de fois est-ce qu'il y a une génération qui a la chance de faire mieux, et pas mieux dans les détails, mais dans les racines même. Et donc ça, c'est la chance que nous, on doit absolument saisir, et c'est pas avec les élites seulement qu'on va le faire.
c'est clair que la crise climatique et environnementale que nous vivons aujourd'hui a quand même plus ou moins commencé il y a 5 siècles avec le début du capitalisme mondial. Un capitalisme qui est allé chercher des ressources, du travail pas cher dans les autres continents. J'ai fait 2 grands livres sur le colonialisme, j'en ai quand même peu travaillé. Et donc maintenant qu'on a plus ou moins tout utilisé, on commence à voler aux générations futures. Donc ce capitalisme, c'est une espèce d'être avec des tentacules qui vont voler, piller là où ils trouvent. Mais voilà, et donc repenser notre modèle économique, et bien sûr, nous avons un modèle qui est axé sur l'exploitation, alors qu'il nous faut un modèle économique basé sur la régénération. Je suis très influencé par une penseuse britannique, Kate Raworth, celle qui écrit l'économie du donut, mais c'est vraiment ça. Il faut que nous réinventons des économies qui nous permettent de rester dans les limites planétaires. Parce que jusque-là, nous utilisons un modèle qui croit dans une croissance sans fin sur une planète avec beaucoup de fin, avec beaucoup de limites. C'est pas tenable. Adélaïde, on l'entend, David Van Reybrouck le dit, c'est presque foutu, mais il faut quand même encore se battre parce que l'enjeu est important. Il y a quelques années, quand vous avez lancé ces mouvements avec les jeunes, où vous aviez désobéi, vous quittiez les classes pour faire ces marches pour le climat, on vous a tous un peu regardé, mais enfin, ces jeunes-là, waouh, c'est terrible ce qu'ils font, c'est amusant, tiens. On parlait peu en fait de l'environnement à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde s'empare de cette question. Vraiment, un petit peu dans toutes les associations, les politiques enfin vous écoutent un peu. Et quelle est votre réaction face à ça ? Est-ce que vous êtes enfin contents et contentes, vous les jeunes, qu'on se saisisse de ces questions, ou vous vous dites c'est un peu tard, il y a quand même encore beaucoup de boulot, alors on nous écoute mais à moitié? Ouais, je pense que clairement il y a une évolution depuis 2019, quand le mouvement des jeunes s'est créé, où au début on parlait principalement du fait qu'on sortait dans les rues, est-ce que c'est bien ou pas, est-ce que c'est plutôt l'action en elle-même qui était questionnée. Aujourd'hui, on arrive vraiment à plutôt mettre au centre de l'attention non seulement l'urgence climatique, mais juste les limites planétaires qu'on est en train de dépasser. Donc il y en a 5 pour le moment, donc ça inclut aussi la perte de la biodiversité, etc. L'accès à l'eau aussi, donc toutes ces limites planétaires, et donc ça englobe déjà un combat qui est beaucoup plus large, et ça c'est chouette, c'est chouette, c'est pas chouette, mais c'est important aujourd'hui de pouvoir lier tout ça, et je pense que notre mouvement arrive vraiment à mettre ça au centre de l'attention. On arrive à attirer l'attention du monde politique, parfois aussi du monde privé, mais l'attention n'est pas suffisante. Une attention ne va pas résoudre les limites planétaires qu'on est en train de dépasser. L'attention ne va pas résoudre un problème systémique qu'on retrouve dans cette société. Donc l'attention n'est pas suffisante. Et c'est là que vous ne verrez probablement pas des jeunes qui en tout cas s'engagent aujourd'hui satisfaits, parce qu'ils ne retrouvent pas une réelle envie et un réel engagement, non seulement de la part du monde politique mais aussi du monde privé, de vouloir changer profondément la manière dont on fonctionne pour inclure en respect des êtres vivants à un aspect beaucoup plus large que juste celui de l'être humain. Et donc là, non, on n'est clairement pas satisfait, parce que le dernier rapport du GIEC nous le dit, parce que les scientifiques nous interpellent, parce que les conséquences sont toujours présentes, et parce qu'on ne voit autour de nous toujours pas un changement profond. Et donc le paradoxe entre ce qu'on nous dit constamment dans des rapports à la radio, ce que les scientifiques nous alertent, et puis notre vie de tous les jours qui est honnêtement exactement la même qu'il y a 10 ans, c'est un paradoxe qui est beaucoup trop profond et trop différent. Et en fait, c'est là qu'on se retrouve beaucoup trop mal, et qu'on se dit c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on doit faire pour réellement arriver à un changement de notre vie de tous les jours? David Van Reybrouck le disait aussi, il faut changer le moteur de la voiture parce qu'elle ne fonctionne plus, en parlant des démocraties. Il faut changer le chauffeur, le conducteur. Il faut donc évincer certains partis politiques. Vous auriez envie, vous, de vous lancer dans une action politique plus précise que de mettre en garde? C'est vraiment un engagement, comme David le préconisait aussi, peut-être faire une convention citoyenne pour le climat chaque année. Vous voudriez jouer un rôle comme ça? Clairement, je pense que c'est là-dedans, entre autres, qu'on peut retrouver des solutions. Alors, est-ce que c'est moi, personnellement, qui vais aider à contribuer à créer cet espace? Si je peux aider, évidemment, moi, je suis partante. Parce que je pense qu'on a besoin de plus en plus d'endroits, en fait, qui se retrouvent un peu comme l'Agora d'hier, mais avec quelque chose qui
où on va pouvoir sortir réellement des demandes concrètes avec des citoyens qui ont été informés avant d'arriver dans le débat. Et alors à ce moment-là, je pense qu'on peut réellement avancer, non seulement sur la question de la démocratie, mais aussi concrètement de mettre en œuvre des solutions face à ces différentes luttes sociales et environnementales. Donc oui, je pense que je pourrais, si évidemment mon aide peut aider, contribuer à organiser ce genre d'espace politique. Sarah de Liamshin, Solidaris en 2019 se saisissait déjà de ces questions environnementales, ou c'est aujourd'hui qu'on est plus précisément dans la réflexion et l'action? Oui, je pense que la conscience qu'il y a des enjeux environnementaux était là, mais l'urgence d'agir n'était peut-être pas présente. Et puis, il faut aussi se rendre compte que on avait pendant longtemps cloisonné la question du climat. On n'avait pas conscience qu'il fallait complètement revoir notre manière de produire, notre manière de consommer, notre manière de vivre. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'enjeu environnemental, c'est une manière de lire le monde. On se rend compte que tout est dans tout et que donc il faut vraiment, dans tous les gestes du quotidien, mais aussi dans les décisions politiques, intégrer cette question-là. Je fais souvent un peu le parallèle avec la question du genre, quoi. Moi, comme pour le droit des femmes ou le droit des minorités, il faut en permanence avoir une attention particulière. Et c'est pas, on construit tout un immeuble et puis après on se dit ah oui, on rajoute des panneaux solaires en haut. Non, c'est du début à la fin de la construction de l'immeuble qu'il faut avoir une attention particulière. Et c'est la même chose avec le genre, c'est la même chose avec la question des minorités. Alors je pense que Solidaris aujourd'hui, au-delà d'avoir conscience des enjeux, au-delà de croiser les enjeux, veut vraiment être moteur de la réflexion à son échelle. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, et c'était ça le fruit des débats d'hier, c'est que comme mutualité, on peut porter certains combats, mais il faut s'allier à d'autres. Il faut s'allier avec les jeunes pour le climat, il faut s'allier avec des scientifiques, il faut s'allier avec le monde des journalistes. Il faut que chacun d'où on est, on crée des alliances, parce qu'on ne tient pas les mêmes discours, on ne touche pas les mêmes publics et on n'a pas les mêmes réalités de vie. Et donc, faut pas penser ça tout seul dans son coin. C'est pas à Solidaris de porter un regard tout seul dans son coin sur l'évolution de la Sécu d'un point de vue de l'environnement. Il faut le faire avec d'autres. Ça, c'est clair. Et il y a une chose aussi que je veux préciser, c'est que comme directrice du PAC, nous, ça fait plus de 10 ans qu'en fait, on a intégré les enjeux environnementaux dans nos réflexions, ce qui nous a amené à redéfinir notre position comme éco-socialiste, à partir de 2019, d'ailleurs officiellement, parce qu'en fait, simplement, on se rendait compte que sur le terrain, les citoyens mettaient déjà beaucoup de choses en œuvre. Donc, c'est aussi important de souligner que des grosses institutions comme Solidaris, des associations comme le PAC, des mouvements organisés doivent bouger. Mais il faut aussi se rendre compte que concrètement, les citoyens font déjà énormément. Et il faut pouvoir analyser ce qu'ils font et les soutenir et en fait les accompagner dans le changement. Ça ne doit pas venir que d'en haut, quoi. Sinon, le risque, c'est quand même de mettre en place des mesures comme maintenant l'interdiction des voitures à Bruxelles qui pénalisent certaines parties de la population et qui sont peut-être pas totalement efficaces par rapport aux vrais besoins, là en l'occurrence des Bruxellois, quoi. Justement, toutes ces décisions, Adélaïde et Sarah, toutes ces décisions, on pourrait quand même aujourd'hui se dire que la démocratie est en réel danger, et si elle est en danger, elle est sans doute inefficace par rapport à ces enjeux-là. Est-ce que vous pensez toutes les deux que la démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui est capable de faire face à ces enjeux-là, ou va falloir changer même tout le système ? Moi, je pense vraiment que la démocratie telle qu'elle est organisée actuellement, la démocratie en tant que telle comme principe politique, comme manière d'organiser une société, j'y crois, il n'y a pas d'autre modèle pour moi. Maintenant, c'est la manière dont on organise cette démocratie qui pose problème. Et il y a deux éléments selon moi vraiment. C'est d'une part, il faut impliquer tout le temps les citoyens. Voter tous les 4 ans, tous les 5 ans, ça ne suffit pas. Et heureusement, en Belgique, le vote est obligatoire. Malgré cela, le taux d'abstention ne cesse d'augmenter d'élection en élection. Et c'est quelque chose dont on ne fait pas beaucoup la publicité parce que je pense qu'on ne veut pas affronter cette réalité-là. Il y a des zones comme par exemple l'arrondissement de Charleroi où quand on met bout à bout le vote pour l'extrême droite et l'abstention, on est proche des 20% de personnes qui s'orientent vers un choix qui n'est pas démocratique. Donc ça, c'est une réalité en Belgique. Les gens, de plus en plus de gens ne croient plus au principe du vote, ils n'ont pas l'impression qu'ils agissent. Donc comment est-ce qu'on replace le citoyen plus activement dans plein d'espaces ?
Et l'autre chose, c'est la question de la représentativité. Quand on regarde la classe politique, c'est clair que moi, comme femme, avec des parents qui sont non blancs, je me retrouve pas tellement, je vois pas de figure dans laquelle me représenter. Déjà, comme femme, c'est compliqué. Comme personne qui n'est pas blanche, ça l'est aussi. Et donc, voilà, aujourd'hui, on a une classe politique très homogène qui correspond quand même à un système qui se reproduit un peu sur lui-même. Et donc, il y a beaucoup de citoyens, ils ne se retrouvent pas du tout dans les politiciens qui voient à la télé, les discours. Et ça, c'est un peu dommage. On a un peu rompu avec l'idée que tout le monde peut faire de la politique. Alors, je ne critique pas les gens qui sont en place. C'est juste, il faut que les personnes qui sont élues puissent représenter l'ensemble de la diversité de la société. C'est plutôt ça, ce que je veux dire. Adélaïde, est-ce que vous pouvez vous identifier à un parti, à des hommes et des femmes politiques, ou est-ce que c'est compliqué? Quand vous avez commencé les marches pour le climat, beaucoup d'entre vous n'avaient même pas 18 ans, donc vous n'étiez même pas en capacité de voter. Aujourd'hui, vous l'êtes. Est-ce que ce droit de vote, qui est quand même un droit fondamental, vous parle ou plus? Non, évidemment, déjà, je ne questionne pas du tout la base de la démocratie qui nous amène aujourd'hui à un monde quand même beaucoup plus respectueux. Mais par contre, j'ai l'impression qu'on peut passer à la prochaine étape de la démocratie. C'est-à-dire qu'on est arrivé jusqu'ici, on réalise qu'en fait, en vote, c'est pas suffisant pour que le citoyen se sente pris parti dans le monde politique, se sente engagé. Et donc, il faut passer au next level, entre guillemets. Et donc, maintenant, je trouve qu'il est important de se remettre autour de la table et de réimaginer cette prochaine étape de la démocratie pour que le citoyen se sente beaucoup plus engagé. Et je pense que ça peut réellement être quelque chose qui peut aider face à des luttes comme le dérèglement climatique, parce que on perd beaucoup trop de temps, que ce soit dans des mouvements, dans des discussions autour du climat, où on se dit est-ce que ça doit venir du haut, est-ce que c'est le politique, est-ce que c'est nous, est-ce que les actions citoyennes c'est suffisant, ça va pas être assez, etc. Et je pense que si au final on voyait que nos actions citoyennes c'était pas juste nos actions individuelles de tous les jours, mais que ça amenait en fait à un projet politique beaucoup plus large, c'est-à-dire que je sais pas, si on était en groupe à créer une nouvelle ferme à taille humaine, et qu'en fait ça faisait partie d'un projet plus large qui contribuait à donner en exemple pour d'autres fermes qui pourraient se créer en Belgique, etc. Alors à ce moment-là, on a vraiment l'impression de faire un changement encore plus profond et qui va réellement révolutionner la manière dont on fait l'agriculture en Belgique. Donc inclure le citoyen dans des projets de changement de société, c'est évidemment fondamental, et c'est pour cela qu'on voit de plus en plus de personnes qui, entre guillemets, questionnent la démocratie. C'est parce qu'ils en veulent plus, en fait. On a bien compris, toutes les deux, vous le dites, la démocratie reste le système quand même qui nous permet de prendre ce tournant et de faire ces changements-là. Les démocraties sont malades, il faut les soigner. On est allé trouver Françoise Tulkens, ancienne juge à la Cour européenne des droits de l'homme, donc qui connaît très bien la démocratie et tous les rouages de l'Europe. Elle nous rappelle combien la démocratie est importante et tout ce qu'elle peut faire pour nous. Ces enjeux sont toujours... Ils changent de forme, bien entendu. Ils changent de nature. La pandémie, on ne connaissait pas. Enfin, des tas de choses. Donc les choses changent, mais le mécanisme est toujours le même. Et la manière dont on doit réagir, le thème de ce débat cet après-midi, c'était « Lève-toi et bats-toi ». C'est ça, ou « Levez-vous et battez-vous ». Eh bien, ça, c'est un thème que j'ai entendu depuis toujours. Stand up for your right, par exemple. C'était Mandela qui disait ça à l'époque. Vous voyez, Mandela, ça date. Donc je trouve que c'est toujours un peu le même type de démarche morale, intellectuelle, éthique qu'on doit avoir. Et surtout tâcher d'avoir le courage d'être en dehors du système dominant. Parce que alors là, vous vous perdez dans des querelles. Il faut tâcher de voir l'avenir. Je connais que c'est un peu bête ce que je dis, mais il faut réfléchir aujourd'hui aux réponses aux questions qui vont se poser demain. Et ça, je trouve que il faut vraiment anticiper, quoi. Perdre espoir, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Vous savez, la situation était, j'ai l'impression, encore bien pire au 19e et au 18e siècle. Hein. Donc oui, moi je trouve qu'il y a des choses bonnes. Évidemment, il y a des problèmes. Évidemment, non, je ne sais pas que je ne perds pas. C'est pour ça quand on dit que la démocratie s'en va, etc. Non, elle est dans une mauvaise passe maintenant. Ça, c'est certain. Mais tout n'est pas foutu. Mais non, tout n'est pas foutu. Mais non, parce que sinon... non, je ne pense pas d'ailleurs, mais il ne tient qu'à nous de donner d'une force, un dynamisme. C'est à nous à créer l'avenir, à vous, à ces jeunes.
pas à nous tous, quoi. Non, je ne suis pas du tout. Non, puis en matière de droits humains, il n'y a pas une question d'espoir ou de désespoir. Les droits humains, ce sont des droits de vigilance. On suit l'évolution des sociétés pour tâcher chaque fois de les faire avancer vers, je dirais, un respect plus grand de la personne, plus de justice sociale. Maintenant, c'est la question, évidemment. Comment est-ce qu'on va mettre la justice sociale et l'écologie en même temps? Évidemment qu'il faut le faire. Donc voilà, à chaque fois des nouvelles questions, donc c'est terriblement stimulant. Lorsqu'on fait la balance des intérêts entre différentes choses, l'intérêt de la nature doit intervenir. Donc on sent bien comment, on sent très bien comment la faire venir. Mais parce qu'à chaque fois on tombe un peu sur des caricatures. Alors là on dit, oh, non, ça c'est pas... Mais non, je ne pense pas que ça... Je suis sûre, maintenant, je le pense de plus en plus, que ça viendra sous des formes plus nuancées, plus fines, mais que c'est les droits qui doivent changer. Ce n'est pas la nature à l'épreuve du droit, c'est le droit à l'épreuve de la nature. C'est dans ce sens-là que je voudrais poser la question. C'est le droit à l'épreuve de la nature. Voilà, Françoise Tulkens le rappelle aussi, on peut utiliser tous les leviers qui sont mis à notre disposition en démocratie, comme par exemple ces procès climatiques. Qu'est-ce que vous en pensez, Sarah et vous, Adélaïde? Pas mal de gens aujourd'hui saisissent la justice, le gouvernement, l'Europe pour dire, bon ben voilà, moi je viens d'attendre un procès contre mon pays qui me prépare un avenir vraiment pas sympa, je porte plainte. Je pense que c'est en fait un outil que la démocratie nous offre qu'il faut absolument utiliser et qui en fait fonctionne. C'est-à-dire qu'on le voit autour de nous. En Allemagne, par exemple, ils ont mis leur gouvernement en justice et ils ont gagné. Et le gouvernement a dû augmenter leurs ambitions et leur target pour la diminution de CO2 dans l'atmosphère. La même chose, avec aux Pays-Bas, non seulement leur gouvernement, mais aussi dans le monde privé. C'est-à-dire que, par exemple, l'entreprise Shell a été mise en justice et c'est les citoyens, les organisations qui ont gagné face à ça. Et donc, Shell doit s'imposer des objectifs de changement dans leurs entreprises. Donc, c'est en fait un outil qui nous permet de vraiment, en tant que citoyens, s'emparer de notre pouvoir de citoyen et s'assurer que le monde privé et le monde politique agissent réellement face à un danger qui met l'humanité en péril. Sarah de Liamshin. J'étais moi-même signataire pour l'affaire climat, puisque c'était je crois qu'il y a plus de 60 000 personnes qui étaient partie prenante. Moi, je pense qu'il faut utiliser cet outil, mais je suis toujours un peu inquiète aussi de ce que ça renvoie. Alors, quand on attaque le privé, tout à fait, parce que quelque part, la justice sert à arbitrer les intérêts qui sont différents. Mais de plus en plus de fois, on attaque l'État. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que les citoyens attaquent l'État? Profondément, moi, je me dis que ça renforce quand même une méfiance vis-à-vis de la démocratie. Mais alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis juste que moi, je serais gênée en fait, de diriger un pays dans lequel les citoyens m'attaquent en justice. Et on le dit pour le climat. Je rappelle que ces dernières années, l'État belge a été condamné je ne sais pas combien de fois par rapport à la migration. Donc en fait, il n'y a pas que pour le climat. Et donc encore récemment, ils ont été condamnés parce qu'ils n'accueillent pas les migrants dans des conditions. Donc en fait, de nouveau, si on croise les thématiques, on se rend compte que les enjeux se rejoignent très très fort, quoi, et les moyens d'action sont les mêmes. Et donc oui, il faut obliger les États à se plier aux engagements qu'ils ont pris. Mais je pense que les États devraient plutôt montrer l'exemple et pas être punis par la justice parce qu'ils ne respectent pas leur engagement, quoi. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été là pour évoquer ces questions suite donc à l'Agora des solidarités. Des questions qui nous intéresseront encore tout au long de cette année, qu'on retrouvera l'année prochaine également pour faire le point, j'imagine, Sarah de Liamshin et Adélaïde. Évidemment. Vous continuez votre combat. Oui, évidemment, on se retrouve l'année prochaine, hein, ça c'est sûr. Merci à vous. À très bientôt. Bonne fin de soirée à tous. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Retour en studio avec Hervé Parmentier, secrétaire général adjoint du Centre d'action laïque. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on l'a entendu dans l'émission ce soir, notre démocratie, elle n'est pas morte, mais c'est vrai qu'elle subit des attaques de toutes parts et il apparaît quand même essentiel aujourd'hui de se rassembler, de réfléchir ensemble et de tenter de refaire société. Alors, refaire société, c'est l'objectif de la Convention laïque qui se déroulera les 7 et 8 octobre prochains à Wavre. Qu'est-ce qui a amené le mouvement laïque à se poser cette question finalement ? Mais après 2 ans de pandémie, un constat autour d'une société tout de même
polarisée, une grande déliquescence du lien social, tout de même beaucoup de comportements individuels, d'affirmations personnelles qui s'opposent parfois à l'émergence d'un intérêt général. On s'est dit là qu'il était temps de repenser un petit peu ce qui fait société, ce qui est nécessaire pour refaire société. Et donc c'est aussi après 2 ans de pandémie, le besoin de se retrouver, le besoin de réfléchir ensemble, le besoin de tous se remettre au travail pour se projeter à nouveau vers l'avenir. Et donc les questions de démocratie telles que celles qui ont été évoquées au cours de cette émission sont notamment au cœur de nos réflexions, comme une série d'autres, des thèmes qui nous paraissent essentiels pour précisément refaire société, des thèmes comme les droits humains, la pauvreté, la cohésion sociale, les changements climatiques bien entendu, la lutte contre les extrémismes, en particulier l'extrême droite, et alors les thèmes plus classiques pour le mouvement, mais évidemment l'égalité entre les hommes et les femmes, la séparation Église-État et l'enseignement, donc pour repenser comment le mouvement laïque peut contribuer à être au cœur du débat, à être au cœur des enjeux qui sont nécessaires pour retrouver le chemin d'une cohésion sociale plus importante. Et c'est vrai que la définition de toutes ces thématiques, elle est le fruit d'un processus assez long. Donc il y a eu une consultation du mouvement notamment. C'est-à-dire qu'il y a plus d'1 an, une fois qu'on s'est dit qu'on allait réfléchir lors de notre convention sur la question de refaire société, on a consulté le mouvement et on a questionné sur, au fond, quelles sont les thématiques prioritaires qui vous semblent devoir être abordées pour répondre à cette question de refaire société. On est arrivé donc à 7 thèmes, et ces 7 thèmes alors ont été débattus dans des dizaines de réunions organisées par nos régionales, organisées par nos associations, et la convention qui aura lieu en octobre, les 7 et 8 octobre à Wavre, reprend finalement toutes les propositions qui ont émergé lors de ces réunions et va en faire en quelque sorte le tri et va établir finalement les grandes thématiques de travail qui nous occuperont, alors qui occuperont tout le mouvement laïque, ces régionales, ces associations, lors des 3 années à venir, ceci pour nous conduire à la convention suivante en 2025. Donc le moment de la convention est vraiment un moment intéressant parce qu'on capitalise en quelque sorte sur un grand nombre de réflexions, un grand nombre de propositions, et à partir de là, on en redessine les contours et on s'en sert vraiment pour redéfinir notre base de travail. Et donc ça s'est voulu depuis le départ un processus très participatif et ça continue à l'être. Donc évidemment, tout le monde est bienvenu à cette convention. Il ne faut pas être membre d'une association laïque, il faut venir réfléchir finalement avec nous à la définition d'un projet de société qui est utile pour l'avenir. C'est vraiment nous aider collectivement à se projeter dans l'avenir. Donc vraiment cette porte ouverte pour tout le monde. On accueillera les travaux donc les 7 et 8 octobre, et le 8 octobre en particulier, on organise des ateliers participatifs, et le 8 octobre dans l'après-midi, on clôture le tout par une plénière au cours de laquelle ont lieu des votes de préférence par rapport à des luttes pour lesquelles on veut se mobiliser, et le mouvement se mobilisera pour les 3 ans à venir, mais aussi des votes sur des thématiques prioritaires pour les années à venir. Donc c'est vraiment l'occasion, avec nous, avec le mouvement laïque, de contribuer à définir notre champ de travail sur des enjeux qui nous paraissent essentiels pour la cohésion future de la société. Oui, comme vous l'avez dit, sur des enjeux historiques du mouvement laïque, mais aussi sur peut-être des nouveaux enjeux, en tout cas des enjeux qui existaient déjà dans la société, mais où le mouvement laïque s'en était peut-être pas vraiment emparé, comme les changements climatiques, et on s'est rendu compte avec cette consultation que ça devenait essentiel de s'inquiéter et de s'emparer de cette question. C'est clair que donc les valeurs à partir desquelles on travaille, les valeurs de liberté, les valeurs d'égalité, les valeurs de solidarité, nous obligent en quelque sorte à nous intéresser à un certain nombre de sujets. C'est vrai que ça peut sembler un peu éloigné des enjeux habituels, si je puis dire, du centre d'action laïque, les questions effectivement de relations entre les institutions publiques, les religions, etc. On est là vraiment sur d'autres champs de matière, mais simplement pris sous l'angle de la solidarité, les changements climatiques doivent être pris en compte par le mouvement. La question des changements climatiques est une question existentielle pour le futur de l'humanité. C'est un enjeu de solidarité entre générations actuelles et générations futures. C'est un enjeu de solidarité par rapport à l'impact que les mesures prises pour lutter contre le changement climatique ont sur des couches différentes de la population en fonction des revenus, des capacités de chacun. Donc nécessairement, on doit se préoccuper de ce type de thème. Donc on invite en tout cas tous nos auditeurs et tous ceux qui le souhaitent à participer donc à cette convention laïque. Alors c'est ouvert à tous, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire sur le site. Alors le site c'est convention2022.laïcité.be. Donc convention2022.laïcité.be. Vous retrouvez
trouver toutes les informations sur les ateliers, sur la plénière, sur les différentes personnalités qui aideront à réfléchir à ces thématiques. Et on aura l'occasion aussi dans cette émission, les prochaines semaines, de poursuivre la réflexion, d'entamer déjà un peu les débats avec une série d'experts, donc des 7 thématiques qui seront abordées à la Convention. Merci beaucoup en tout cas Hervé Parmentier et merci de nous avoir suivis et rendez-vous donc dans nos prochaines émissions. Belle soirée à tous.